La PTL est un événement qui se passe autour du Mont Blanc, une course qui fait 300 km pour 25 000 mètres de dénivelé sur 6 jours à peu près. Cette course-là n'a pas de classement, on a juste un temps qui est de 150 heures maximum pour la terminer. C'est une course par équipe, il faut trouver les bons coéquipiers. Stéphane m'a proposé du coup de participer à la PTL avec lui et avec Renaud. Je pense que le trio est excellent et ça va le faire. Donc là, il faut trouver absolument une solution ce soir, sinon il sera disqualifié de la course. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, depuis 20 ans que je fais du trail, mais je sens tout de suite que c'est pas net. Moi, dans la montée, voilà, je commence à vraiment pas être bien, je tourne, je s'arrête, je suis à ma vie. Très dangereux, hein. Les cailloux sont tous très instables. J'ai plus de jambes, j'ai plus de pieds, je suis fatigué, je suis cramé. Ça s'arrête où en fait? À un moment donné, j'avais même pas imaginé que ça pouvait exister cette difficulté. C'est le seul objectif, qu'on puisse y arriver tous les trois ensemble et qu'on ait vécu une belle aventure commune. Qui peut être très sympa aussi. Hein. Déjà fatigué de l'attente? Je suis mort. Je vais aller dormir. Steph, l'attente, t'es comment là? Meilleur moment de ma vie. 1h30. 1h30 d'attente. Ah, génial. L'impression d'être dans l'armée. Ouais, ça fait armée. Ouais. Alors on vient de récupérer donc, les dossards, les bracelets et on va chercher les sacs d'allègement maintenant. On cherche des endroits un peu improbables. On cherche des endroits où on va esthétique, on va vous mettre en situation. Allez, il est 7h10, départ dans 50 minutes, on a déposé les sacs base vie, on a récupéré la balise, et donc maintenant on attend, tout à l'heure on prend le départ. Bizarrement, aucune appréhension au départ. Je me suis arrivé assez serein, pas de stress particulier, je savais que j'avais tout bien fait avant, j'étais entraîné, je ne pouvais pas faire plus dans l'année. Pour moi, la ligne de départ, c'était un sujet parce que ça fait 1 an que je prépare ça et que je sais que c'est un gros truc, c'est un peu surdimensionné probablement, mais... Après, il y a tout le côté organisation du matériel. On a travaillé ça avec Stéphane depuis longtemps, donc je savais qu'au niveau du matériel, j'avais ce qu'il fallait, que tout était OK. J'étais ni pressé, ni tendu à l'idée de prendre le départ. J'ai préparé ça depuis 1 an, donc il y avait pas mal d'émotions en fait. Il y avait une grosse zone d'émotions. Au moment où ça démarre, on n'a plus qu'une envie, c'est d'arriver le plus vite possible dans les montagnes finalement. Vraiment, je suis parti dans l'idée où j'allais dérouler une partition que j'avais préparée depuis des mois et des mois. Pas de stress, pas d'appréhension, content d'être là, hâte d'en découdre en fait avec ce parcours-là. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je m'étais fait des idées et j'ai découvert au fur et à mesure. Je vais dire que la partie la plus longue, ça a presque été le Tour de Chamonix qui fait 2 km de bitume pour commencer à attaquer la montée. Allez, ça fait plus d'1h15 qu'on est parti, 5 km à peu près. Et là ça commence à se dégager. On a une belle vue sur le massif du Mont Blanc. Allez, premier col de passé, là on a fait 1002. Jour 1, réglage du sac. Jour 2, je regarde le parcours. Beau programme. Et jour 3, on verra. Ouais. Jour 3, on fait des réglages de cohésion. Jour 4, on commence à se demander si on va pas accélérer, tu vois, des trucs un peu comme ça. Ok. Et jour 6, on sprint? Ouais. Ok. Midi, on vient de passer le col d'Anterne, ça fait 4 heures qu'on est parti. Pause pique-nique à Brognard, c'est-à-dire en marchant. 25 km, on attaque le Mont Buet, le Mont Blanc des Dames. Et donc là, on a 5 km, 1500 de D+, à peu près. Donc c'est le gros chantier d'aujourd'hui. Et après on basculera jusqu'au refuge. Et ça va être le premier passage de Via Ferrata. Tu veux raconter ce qui s'est passé, Renaud, ou pas là? Il y a Steph qui s'est fait gronder. Et pourquoi? Parce qu'il a pas le matériel. Ah putain. Parce qu'il l'a perdu après le contrôle. Autant dire que... Il a pas les bonnes longes. Bon, pour l'instant, donc 31 km, 3005 de dénivelé à peu près. Donc là, on vient de faire le Mont Buet. Un sacré chantier, hein. Franchement, bien costaud, bien raide. Bon, ça c'est fait. On redescend donc sur le refuge Ski Rock ce soir où
On va pouvoir profiter d'un repas chaud. Ça c'est cool. Regardez ce qu'on voit là. Un chamois. Juste... Non mais il a pas peur hein. On dort jusqu'à quelle heure Renaud? Combien de temps? Moi j'aimerais dormir jusqu'à 6h mais Stéphane n'est pas d'accord. Ah mais là de toute façon c'est mort. Bon on dort jusqu'à minuit. On va dormir jusqu'à minuit. Donc on a 4 heures là, on a la chambre. On va pouvoir dormir tranquillement. Ouais. La chute elle se passe fin de première journée. Donc on a fait une belle journée, on voit Valorcine arriver. Donc il nous reste 5 km avant la pause journalière. Donc je suis plutôt content, on a monté un beau buet, je commençais un peu à faire la synthèse en me disant que c'est pas si mal mais que la descente va un peu vite pour moi. Puis à un moment donné je pense que l'esprit est ailleurs et puis la cheville se dérobe. Ça m'est déjà arrivé dans le passé depuis 20 ans que je fais du trail et puis mais là j'ai senti que c'était un peu différent, que ça avait fait un aller-retour dans le bouger. Je continue, je sais qu'il reste 5 km de descente et puis du coup je me dis bah il faut continuer. Mais je sens tout de suite que c'est pas net. Il y a un impact au début, quand je sais que Renaud se blesse et que du coup ça va être compliqué pour lui de continuer, je le pousse quand même à vouloir aller plus loin parce que je veux pas qu'il ait de regrets à se dire merde j'ai abandonné trop vite. Voilà, pour lui c'est important de se dire qu'il a été au bout, qu'il pouvait pas aller plus loin, donc d'abandonner sans regret. Steph continue à accélérer la descente parce qu'il fallait avancer et on avait 2 heures d'avance et puis quitte à prendre de l'avance, voilà. Il avait ses problématiques de matériel à gérer aussi. J'essaie de rester au contact en fait des deux là, mais je sens que je suis un peu diminué. À chaque fois que j'ai le pied en oblique, ça tire sur la cheville, je suis pas bien. On est encore dans le pierrier, je commence à me dire c'est compliqué, puis là tu as un peu tout le côté émotionnel, psychologique qui va prendre un peu le dessus, c'est-à-dire une grosse journée, on a un peu tapé dedans en tout cas pour moi. Je pense que Steph par exemple était à l'aise, mais moi j'ai un peu tapé et ça commence à dégringoler quoi. Quand on arrive au buet, je suis un peu moins confiant. Du coup ce qui se passe c'est qu'on fait la pause, on fait la sieste 1 heure, 1 heure et demie. Bon, faut quand même dire, Steph il dit on se réveille à minuit, puis à 22h40 ils m'ont tapé sur l'épaule pour dire on y retourne. Et puis quand je me lève, je sens que la cheville à l'intérieur, que ça se joue à l'intérieur, que c'est grippé, quoi, que c'est pas top. Et puis je me dis bah écoute, l'opportunité elle est un peu unique d'être là avec Steph, avec Tom, il faut essayer quoi. Voilà donc et puis on est parti pour la première montée, col de Balme, 10 km et 1000 de D+, et je sens que ça bricole, je suis pas à l'aise et puis du coup je commence à m'agacer un peu, on commence à parler avec Tom et Steph du problème parce que c'était un problème d'équipe du coup. Et puis en fait, je me rends compte que même en montée, en fait, c'est sensible. Et puis là, voilà, il faut se résoudre au truc, quoi. C'est-à-dire que je me dis bon il faut qu'ils partent et puis moi, il faut que j'arrête là, quoi. Donc au col de Balme, j'arrête. Là. Ils sont partis, je les ai aidés à partir et tout. Et puis après, c'est des larmes en fait. C'est encore un peu dur d'en parler parce que. J'ai pas défendu mes chances en fait, voilà. Et c'est un appui sur les 45 000 de la journée qui est pas bon et puis du coup tout s'arrête. Là-haut je prends la décision d'arrêter, t'es jamais convaincu que ce soit la vraie bonne décision, c'est-à-dire que est-ce que tu fais pas esprit de facilité quoi. Pour moi c'était une opportunité dingue avec Steph et Tom et puis voilà, ça s'est arrêté beaucoup trop tôt. Si ça s'était arrêté à 2, 3, 4 journées, c'est pas pareil parce que t'as donné tes chances et t'es arrivé au bout du truc et puis voilà. Et là, c'est une bêtise en fait. Mais c'est comme ça, donc du coup, ouais, émotionnellement, c'est encore compliqué 5 jours après à gérer. Probablement que ça le sera encore quelques semaines, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie entre guillemets, du jeu. Mais comme pour moi, la PTL, c'était les moyens de un peu de clôturer ces 15 ans de trail, entre guillemets. Ça représentait beaucoup et c'était vraiment le point que j'espérais final avec un point d'exclamation parce que c'est toujours plus classe. Voilà, ça s'est fermé un peu tôt, mais c'est comme ça. Quand il a abandonné, je ne savais pas ce qui allait se profiler par la suite. Tout de suite après, quand il nous a lâchés, on est rentré vraiment dans le vif du sujet très très dur. Et j'ai vite compris que de toute façon, s'il n'était pas à 100%, c'était pas jouable, donc c'était la sage décision. On va dire que l'aventure a changé à ce moment-là, parce que du coup, l'équilibre n'est plus le même. Je me retrouve avec Stéphane, qui a aussi une grosse expérience d'aventure, un gros niveau. Il faut tout remettre à plat. Quelles sont les ambitions? Est-ce qu'on garde les mêmes ambitions du début? Est-ce qu'on remonte le niveau d'exigence qu'on veut avoir? Donc là, on a levé le curseur, on a accéléré. Et donc du coup, le ressenti dans ces cas-là, c'est beaucoup plus de difficultés parce qu'on se met dans le dur en accélérant. Donc là, il y a eu toute une phase assez dure, accepter que Renaud ne soit plus là.
que l'équipe change, que l'allure change, que le rythme qu'on avait préparé et programmé depuis des mois ne soit plus le même. Il n'y a pas de classement sur cette course, malgré tout, on sait à peu près où on se situe, c'est toujours pareil. Mais on a augmenté le curseur parce qu'on s'est dit, on n'a pas envie d'arriver, on a envie d'arriver le plus tôt possible aussi. On est là, c'est une course, le chrono continue toujours à tourner. Et donc oui, on s'est dit avec Stéphane, allez, on y va, on voit ce que ça donne et on y va. Et quotidiennement, on a marché un peu plus vite, pas beaucoup, mais un petit peu. C'est reposé moins longtemps. Donc tout ça fait que finalement les journées sont encore plus fatigantes, plus compactes. Alors on avait fait un plan de route, on en rigolait avec Stéphane parce qu'on l'a tenu parfaitement ce plan de route avec Steph, mais pas du tout comme on l'avait prévu. Parce qu'en fait, on s'était dit c'était des temps de passage, mais en faisant des grandes pauses le soir. Pour tenir ces temps de passage, il a fallu qu'on s'emploie vraiment chaque jour et que nos temps de récup, on les divise par 3 de ce qu'on avait prévu. Et dans ces conditions-là, pour tenir le temps qu'on avait prévu, et ça a été 2 fois plus dur que prévu. Allez, 23h30. On repart. C'est parti. Bon, donc du coup, 3h du matin, on est reparti du refuge de Balme. On continue à monter. Donc là, on est clairement dans le brouillard. Il y a du vent, on est sur les crêtes. Il fait très froid. Et puis, on a surtout dû laisser Renaud au refuge juste en dessous. Avec sa cheville, donc ça devenait plus possible. C'est un crève-cœur pour lui de décider d'essayer d'abandonner. Mais c'était certainement la décision la plus sage. Donc grosse pensée pour toi Renaud en tout cas. Allez, on finit bientôt la descente de Balme et on va attaquer la montée pour aller à la cabane Trian. Donc là, grosse montée quand même, 2000 de dénivelé. Donc ça, il va falloir être patient, ça va piquer. Steph, tu veux me dire depuis combien de temps on est là-dedans et combien de temps il nous reste? Ça fait 35 minutes qu'on est dedans. 35 minutes? Ouais, puis il nous en reste 10 minutes. Trop bien. Pour faire 400 mètres, c'est ça? Ouais. Trop bien. Ça y est, on a fini le passage de Via Ferrata. Alors il y a 2-3 passages de corde, regardez le glacier là. Trop beau. Allez, il nous reste 200-300 mètres de dénivelé. Passage sur le glacier. Et on sera au refuge. Bon, à l'approche de cabane Trian. On va s'arrêter un petit peu. Bilan de ce début de deuxième journée. La nuit s'est bien passée. On a bien avancé. Bien descendu, bien monté. J'avoue que pour moi ça c'est un peu compliqué à partir de la montée sur cabane Trian. Et là je suis sec. J'ai faim. J'ai envie de dormir. J'avance plus beaucoup. Alors Steph est un peu devant. Il faut que je me refasse. Là, en mangeant et en dormant un peu. Allez, le refuge cabane Trian. En haut là, on y est presque. Ah putain, ça y est, on y est. Ah putain, il était long celui-ci. Refuge cabane Trian, 3180. Bon, t'as trouvé comment la journée aujourd'hui? On a tout eu, hein. Les pierriers, le hors-piste, après la Via Ferrata, on est enchaîné par le glacier. Non, l'enchaînement il était pas facile. Je t'avoue que je voyais pas, je m'attendais pas à ça pour la PK. Allez, on repart du refuge. On s'est arrêté 1 heure pour manger, dormir un peu. C'est reparti. Renaud nous a quitté donc la nuit du deuxième jour. Et c'était encore plutôt simple, c'est beaucoup de dénivelé, mais des sentiers qui sont plutôt praticables. Du refuge où il nous a abandonnés, là on a fait qu'enchaîner les difficultés.
C'est-à-dire qu'on a monté une ligne de crête qui était très compliquée, très technique, où il fallait vraiment utiliser les mains avec du vent, de la pluie, il faisait froid. Arrivé en haut, on a une belle descente et après on monte sur un col qui s'appelle la fenêtre d'Arpette. Déjà là, on se dit avec Stéphane, arrivé là-haut, on se dit putain, le niveau est costaud, là il y a un sacré chantier qui vient d'être fait, on vient de faire quelque chose de très dur. Bon, et après on redescend, technique, dans vraiment que du hors-piste, des pierriers, donc on n'avance pas là-dedans parce qu'on ne sait pas où il faut aller, on ne sait pas où poser les pieds, c'est des pierriers avec un peu de mousse, etc., de la végétation, tout est instable. Et on descend pour remonter sur Cabane-Trian, et là c'est un mur, on pensait avoir fait le pire avec la fenêtre d'Arpette, mais pas du tout, donc on se tape plus dur, avec une via ferrata qui monte après sur 400 mètres de long, mais quasiment 400 mètres de dénivelé, c'est-à-dire que c'est un mur vertical. Donc en fait c'est pas long 400 mètres de via ferrata, c'est juste que c'est exigeant physiquement parce qu'il faut toujours s'employer, c'est très énergivore. Chaque fois il faut pousser, il faut se concentrer, il faut mettre les mousquetons, etc. Donc c'est énergivore. Arrivé là-haut, donc on est cramé. On a d'arriver Cabane-Trian, là on passe dans un glacier. Et de là, une descente très très longue pour nous amener à Champais. Une descente, une voie qui ne doit jamais être utilisée. Donc pareil, que des pierriers, etc. On ne sait pas où mettre les pieds. Donc c'est très dur en fait. C'est ce qu'on appelle un chemin casse-bonhomme en fait. On sort difficilement de là indemne, musculairement, au niveau des articulations, moralement. Donc on a mis un certain temps à descendre à Champais. Donc là, déjà arrivé, on était vraiment très très atteint pour la journée. Et ce profil, ce qu'on ne savait pas du tout, Catogne. Et ça, c'était le moment le plus dur pour moi de la course. C'est-à-dire en plein soleil, il devait être plus de 14-15 heures. Vous avez un mur à monter. En fait, c'est une montagne qui est toute minérale, des blocs de rochers, des voies d'escalade. Et on monte par l'arête centrale. On doit utiliser les mains, etc. Constamment, sur 1000 mètres de dénivelé. Donc il y a au moins la moitié en est à escalader. Puis après, l'autre, c'est très très raide à monter. Et là, vraiment, j'ai eu le coup de mou où j'ai dit à Steph, écoute, je sais pas si là, tout de suite, j'ai suffisamment de raisons de me faire mal ou si les raisons sont assez fortes pour accepter ce seuil de douleur, en fait. Et je prends plus de plaisir à ce moment-là, faut se le dire. Je suis que dans de la souffrance, dans de la douleur. Est-ce que je suis capable d'encaisser ça? Est-ce que j'ai envie de l'accepter? Est-ce que ma raison d'être là est suffisamment forte pour accepter tout ça? À ce moment-là, dans Catogne, j'ai dit à Steph voilà, que j'ai douté, mais je sais que mentalement, l'abandon, je l'avais pas en moi. J'ai eu besoin de le formaliser, de le dire verbalement à Steph, parce que ça fait du bien des fois de dire les choses, mais au fond de moi, j'ai pas eu envie d'abandonner. Et après, on est redescendu sur Orsières, qui était la base vie, et j'ai pu dormir, manger, et ça l'a refait. Mais cette journée-là, pour moi, c'est la journée la plus dure sportivement que j'ai vécue dans ma vie. J'ai jamais eu un niveau de difficulté aussi exigeant dans une seule journée. Ce que je disais à Stéphane, j'ai fait plusieurs courses de 300 km, tu vois, donc je me disais sous speed, temps des géants et d'autres courses, tu vois, je pensais avoir vu pas mal de choses, même le GR en Corse, etc. Et je m'attendais pas à ça, quoi. La PTL, tu as escalade, il y a traverser les glaciers, t'es dans les pierriers tout le temps. C'est un gros chantier. La PTL, on part à 3, à 2 ou à 3, mais il faut obligatoirement finir au moins à 2. Donc Renault ayant abandonné, si un de nous deux abandonne, l'équipe c'est terminé. Donc effectivement, c'est pour ça que je l'ai verbalisé avec Steph, cet abandon, et voir aussi comment lui se positionnait par rapport à ça. Donc il m'a dit, écoute Thomas, si tu as envie d'abandonner, je le comprends, là c'est une souffrance énorme. Moi aussi, enfin lui souffrait aussi beaucoup là-dedans, hein. Certainement moins que moi, mais il était dans le dur quand même. Donc déjà, ça me rassurait de savoir qu'il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Mais effectivement, on se met une pression parce qu'on n'a pas envie de faire tomber le partenaire avec soi, quoi. Dans une course comme ça, alors forcément, hein, on a l'esprit qui divague un peu, mais je restais vraiment focus sur la course. Ok, j'ai encore 25 bornes à faire avant la prochaine base vie, d'accord. J'ai ça dans mon sac, il faudrait que je pense à le changer aussi. En fait, je pense qu'à la course à ce moment-là, des fois la douleur et la difficulté qui est là, mais j'ai pas de pensée qui parte ailleurs, j'ai pas un truc qui me tient particulièrement. Vraiment, je suis focus sur la course et c'est tout, quoi. Bon, 23h15, on est reparti de la base vie d'Orsières. Donc aujourd'hui, 2 grosses missions, col de 1000 et puis après Cabane des 1000 et après Beauvière. 2 grosses difficultés et après on file, on traverse la Suisse et on file sur Champrion. Voilà, le soleil se lève. On est le 3e jour
mercredi. Et toute la nuit on a été dans du hors-piste. Et là on est encore dans du hors-piste. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on doit vérifier la trace pour pouvoir s'orienter. Donc là pour vous expliquer, on vient d'en bas, même en bas là-bas. Et puis à monter maintenant là-haut, on joue la crête, on redescend et on refait la crête jusqu'à là-bas. Bon, on est en train de finir l'ascension là. Là. Et il y a un bénévole qui vient juste de prévenir que l'équipe devant nous, il y avait une chute dans les cailloux. Et du coup le gars a une grosse ouverture dans le tibia, donc une balise déclenchée, donc c'est très dangereux, hein. Les cailloux sont tous très instables. Un petit commentaire sur les dernières heures, Steph? 11 heures de chantier, je vous parle. 11 heures pour faire 3000 mètres de dénivelé positif dans du très raide et on a fait quoi, 15 bornes à peine? À peine, et beaucoup de cailloux, beaucoup de roches. Pierre. Surtout aucun balisage, tout à la trace. Pas un sentier. Voilà, donc là on est en train de monter à Cabane Chorion pour aller dormir et manger. Normalement en tout ça va nous prendre 3 heures, donc 1h30 de sommeil à peu près. L'après-midi ça a été beaucoup mieux que la matinée. On retrouve des sentiers beaucoup plus faciles, on va dire comestibles, où on peut avoir des vitesses d'avancement qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc ça c'est cool, ça fait du bien. Un petit peu moins de dénivelé, mais surtout beaucoup moins de technique au niveau des sentiers. Et a priori ça va s'améliorer sur la deuxième partie de course. Donc voilà, en tout cas la matinée a été sentier très dur, l'après-midi beaucoup plus simple, mais globalement la journée s'est bien passée pour Steph aussi, pas de soucis. Allez, ça y est, on décolle pour la 4e journée, 4e matinée, 3e nuit. On a dormi donc Cabane Chorion comme c'était prévu, on a dormi 1h45. On a mangé, c'est un très bon repas, très bon refuge. Donc on a pu bien manger et puis dormir, et voilà, donc on repart, il est minuit. Et là on passe encore pour une grosse journée, surtout le début d'étape, pareil, crête sèche là qui s'annonce compliqué avec 3 km de via ferrata et assez long. Voilà. Bon, là ça me saoule cette montée. Putain, pas de vrai sentier. Et puis bon, la fatigue, c'est chiant. Vivement qu'on descende sur Saint-Rémy à Battuy. On descend sur Saint-Rémy. Bon, là j'en ai plein le cul. J'ai les pieds en feu complet à chaque pas au sol là. C'est une douleur au niveau de la voûte plantaire. J'ai l'impression que toute ma peau va se déchirer. C'est super douloureux, donc là j'en ai marre. J'ai hâte que ça se termine, qu'on arrive au Saint-Rémy, je puisse prendre une douche, changer de chaussures et puis strapper tout ce qu'il faut se strapper, et puis en espérant que ça aille mieux après. Semaine, on parle pas de grand chose en fait. Alors que d'habitude on peut s'appeler tous les jours 1 heure et parler de tout et de rien. Je crois qu'on n'a jamais aussi peu parlé tous les deux. On est dans des trucs. On est dans la course quoi, en fait. Et quand on parle, c'est pour trouver des solutions, pour aider à l'avancement, pour améliorer la stratégie en permanence. On fait que ça tout le temps. Quand les horaires, les passages, plutôt à passer de jour, de nuit. Ouais, on fait plutôt la pause ici. Non, on va faire la grosse pause là. Moi, dans la montée, je dis, voilà, je commence à vraiment pas être bien, je tourne, on s'arrête, je me suis allongé 2 minutes. Et après, c'est vrai que je déroulais. On s'est arrêté à la base vie. On a profité un peu pour se requinquer en mangeant, en se faisant un petit bobo, tout ça. On n'a pas pu dormir. Donc on se dirige là-bas, direction le col de Malatra. Et avant ça, il y a un refuge qui est le refuge de Frassati. Et on va essayer d'y dormir. Voilà, donc on a 2 heures de montée à peu près avant le refuge. Ça paraît super long, mais tu te rends compte que même nous qui avançons vraiment plus très vite, quand on passe le sommet, tout est un peu annulé. Que ça nous est paru long et puis on est toujours par parvenir à faire des choses incroyables, mais c'est sûr que c'est plutôt un travail de moine bouddhiste
que de mecs speed. Bon, on a arrêté sur le chemin avec les vaches qui vont à la traite. Une demi-heure encore pour aller au refuge de Frassati. Nous voilà repartis du refuge de Frassati là, pour monter le col de Malatra. Alors ça fait toujours bizarre de se lever après une heure de sommeil en pleine nuit parce qu'on nous a t'as l'impression qu'on t'arrache de quelque chose pour être direct dehors quoi. Tant que ton cerveau comprenne ce qui se passe, c'est toujours un peu étrange. Donc t'es dehors, là on a dormi 6 heures en 4 nuits et puis c'est reparti quoi, direct. C'est toujours l'inconfort en fait, se retrouver directement dehors dans le froid pour aller marcher avec les douleurs et tout ce qui va bien pour continuer à avancer. On va là-bas, sacré chantier encore aujourd'hui, beaucoup de dénivelé, bien dur dans la pente, mais sur du chantier moins technique entre guillemets, donc ça fait du bien, ça permet d'avancer et de prendre des kilomètres. L'organisation vient de nous envoyer un message sur la balise de détresse pour dire qu'il y avait des risques d'orage de quelques heures et nous demande de prendre un parcours de repli pour éviter tout risque avec l'orage. Là on est dans une ancienne bergerie au pied du col de la Seigne qui a été transformée en dortoir avec une ambiance refuge. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors déjà la première raison c'est que le parcours a été légèrement modifié. Les raisons invoquées ce sont la possibilité qu'il y ait des orages, donc éviter d'être en altitude. Et puis nous on en profite pour faire une pause, pour dormir. On a bien mangé, c'est peut-être le plus gros repas qu'on ait peut-être pris depuis une semaine. Et on est 5 parce qu'on a, voilà, on a recollé une équipe depuis ce matin et avec qui on va voyager ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on espère dormir un peu plus que d'habitude parce qu'on a quand même une vraie détresse sommeil. Nos corps nous montrent sérieusement des signes de lassitude, de difficulté. Donc on essaie de dormir un peu plus pour repartir cette nuit vers 2 h du matin en allant au lit, donc ça veut dire à peu près 5 heures de sommeil. On est reparti du refuge où on a très bien mangé hier soir et très bien dormi. On est reparti vers 1h30 à peu près, puis là on finit de descendre le col de la Seigne où on croise les cordes de l'UTMB qui sont partis hier soir. C'est quoi la tête d'un mec qui fait la PTL alors? Peut-être celle-là. Ah si, c'est celle-là. La tête d'un mec qui est... La tête du genre idéal surtout. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Donc il y a des petites poches sous les yeux. Les petites poches. Ça la tête. La vraie tête d'un vrai mec qui a fait la PTL, c'est ça. Donc hier on a marché sur les crêtes, encore une très belle étape, bien exigeante. Et dans l'après-midi on nous a annoncé le parcours de repli qui nous a fait couper un petit passage un peu technique en altitude pour redescendre sur Chapieux, remonter sur Croix du Bonhomme. Donc pas du tout plus facile parce que on avait même un peu plus de dénivelé et c'était la même distance. Donc aujourd'hui, cette nuit on aura dormi 4-5 heures en total. Donc on a quasiment doublé notre quota de sommeil en une seule nuit. Voilà. Et donc là l'idée, on voulait arriver samedi à l'origine, on se dit que c'est un peu compliqué. Profiter de cette grande fête du trail. Hier soir, le refuge a fait du bien. On a pu dormir 3 heures, 3h30. On est redescendu, remonté à contresens vers le col du Bonhomme avec tout le TMB qui descendait. De nouveau, bon, c'était un peu le bazar dans le refuge là-haut, mais on a redormi, on pouvait plus en 1 heure. Et là, depuis, on essaie d'arriver ce soir.
C'est un peu la guerre. S'accrocher quoi. Ouais. Faut s'accrocher puis on va arriver ce soir. Hein. Donc à bloc. Elle est toujours dans la course folle pour arriver ce soir. Et là on va monter col du Tricot. Juste là. Allez. Grosse montée sèche de 650 mètres de D+, au soleil. On a déjà 23 000 mètres de dénivelé positif, ça fait 26 heures qu'on est parti. Et là, j'ai plus de jambes, j'ai plus de pieds, je suis fatigué, je suis cramé. On met tout ça de côté et on avance, c'est parti. Ça y est, on est sur la dernière portion, plate. Arrivé Cham dans 1 heure, 1 heure et demie. Yes, c'est fait, c'est bouclé, c'est terminé. Pas qui sèche, alors tournant, pas qui sèche. Allez, dernier kilomètre. Dès qu'on est rentré dans Cham, en fait, les gens ont commencé à nous applaudir. Des gens avec des cloches qui étaient là. On a traversé les places où il y avait les restaurants, les bars. T'as tout le monde qui est là, qui commence à applaudir. Mais c'était un truc de fou en fait. Je m'attendais pas à ça parce que je pensais qu'on allait arriver pas dans l'anonymat, mais que la semaine de l'UTMB, hein, c'est de l'UTMB qui attire du monde et les gens. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un énorme respect des gens pour la PTL. Vraiment, le dernier kilomètre, il y avait une énorme ambiance, voilà, des gens de partout, des cloches, des applaudissements. Et là, en plus de passer cette ligne avec Stéphane, mais l'autre équipe qu'on a rejoint les 2 derniers jours, on a partagé quelque chose de très fort. Là, il y a toutes les émotions qui remontent et on se refait le récap rapide de toute la semaine et des difficultés qu'on a vécues. Et ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup de passer outre ces douleurs, ces difficultés, cette souffrance. Là, l'arrivée, la dernière ligne droite, mais c'est juste hallucinant. J'ai jamais vécu ça sur une arrivée de course. Vraiment. C'est complètement à part de tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu de très belles courses avec des grosses ambiances, mais une arrivée comme celle-ci, donc non, c'était dément. Et ben moi je suis fier à mon nom parce que 10 ans après forcément je suis un peu fier de voir que je suis toujours capable de faire des choses incroyables. D'avoir aussi embarqué dans l'aventure Thomas, enfin tout ça c'est ma fierté un peu personnelle. Une fierté pour nous parce que franchement on a été capable de travailler avec une espèce de cohésion sans se parler, que les choses se faisaient de façon fluide, que chacun avait la capacité de prendre le pouvoir quand il se sentait capable de prendre le pouvoir dans l'intérêt du groupe et pas que dans son intérêt à lui. Et ça on a été capable de le faire sans vraiment se concerter. Je veux dire une énergie globale qui était bonne, sans être obligé d'y mettre des règles, etc., qui nous a permis aussi de réaliser un chantier où il fallait vraiment que ça roule parce qu'on a pendant 130 heures ou un peu plus, il n'y a pas une minute où on n'est pas en train d'essayer de trouver une solution pour rallier la ligne d'arrivée, vu ce qu'ils ont été capables de nous proposer en termes de terrain, de technicité, de difficulté, d'enchaînement. Et ça, pour tout ça, je suis plutôt fier. C'était l'aventure la plus dure que j'ai réalisée. J'en ai fait plein, mais celle-ci, elle dépasse tout. Le terrain, il est technique, c'est très très engagé, il n'y a jamais de moment de récup. Quand on pense que ça va être plus calme, ça l'est jamais. C'est mentalement très exigeant parce que c'est 130 heures tout le temps dans la course, tout le temps. Allez. Et donc pour ça, je suis vraiment fier d'avoir été au bout de cette aventure, de l'avoir vécu avec Steph. Là, il y a quelque chose qui est très fort. On ne s'est pas beaucoup parlé, il n'y avait pas besoin. On avait les mêmes envies d'avancer de la même façon, c'était fluide. Et je pense que humainement, on a progressé encore. Et on va aller boire une bière, voilà. On va aller boire une bière surtout. Alors à la base, je partais sur cette course avec l'envie de refaire une très grande aventure. J'en ai déjà vécu des 300 km et c'est un format que j'aime beaucoup parce que je sais qu'il va se passer des choses. Il va se passer des choses physiquement, il va se passer des choses mentalement, il va se passer des choses en termes de partage, de rencontres. Et là encore, il s'en est passé plein. Des choses que je n'avais pas envisagées. On part à 3 et je pensais vivre une aventure commune avec 2 amis et vraiment une semaine entière avec des partages, des moments durs et tout ça, mais qui allait nous souder à 3 encore plus.
L'aventure a fait que Renaud a abandonné sur blessure assez rapidement, donc on s'est retrouvé qu'à 2. C'est difficile à expliquer parce qu'en fait en une semaine il s'est passé trop de choses. J'ai l'impression que j'ai passé 1 an de vie en fait émotionnellement, toutes les émotions, le panel d'émotions le plus large possible. Donc effectivement on vit de la souffrance, mais de la joie, du bonheur, de l'humour, de la tristesse, de l'amour, du partage, tout ce que vous voulez. Des moments de difficulté, j'ai eu aussi envie d'arrêter. Le 2e jour était tellement dur que je me suis dit pourquoi je suis là. Et puis 2 heures après, on dort 1 heure, on mange et puis c'est reparti et puis ça se passe bien. Donc ouais, mais c'est ça que je viens chercher en fait. C'est tout ce condensé de vie qu'on retrouve en une semaine de course, c'est ça que je suis venu rechercher. Mais vraiment, en tout cas, moi j'ai trouvé dans ce sport et dans l'ultra longue distance les émotions que je cherche. Le dépassement de soi. Parce que franchement, je pense que si j'avais su le parcours avant, je ne m'y serais pas inscrit. Et pour autant, je l'ai passé. Donc du coup, j'ai encore repoussé un peu plus mes limites. J'ai évolué donc, du coup en binôme avec Stéphane au final. Stéphane a quand même un niveau qui est au-dessus du mien. Mais ça m'a aussi prouvé que j'étais capable de plus que ce que je pensais encore. J'ai gagné là-dedans, peut-être plus en confiance en moi aussi, par rapport à mes capacités. J'ai dit à Steph ce matin, j'ai dit en fait j'ai déjà envie d'y retourner. Alors que hier soir, il fallait pas m'en parler. J'étais pressé de passer la ligne d'arrivée, mais dès ce matin, je me dis en fait on est bien là-bas. Il n'y a aucune contrainte. On a juste à penser à l'essentiel de ce qu'on aime, de ce qu'on veut faire, et puis de profiter de tout ce qui s'offre à nous, des plaisirs très simples de la vie. En fait, toutes les choses en fait les plus simples sont les meilleures, et on s'en rend compte dans ce moment-là. Que j'ai gagné de l'amitié. Je connaissais pas Renaud avant, et c'est devenu un ami, mais même plus que ça. Même si on n'a pas fait la PTL entièrement ensemble, qu'il a dû arrêter avant, on a partagé quelque chose. Donc déjà, j'en retire ça. Avec Stéphane, on a appris à se connaître davantage. Donc il y a un côté humain qui est très fort. On s'est soudés et on est devenus plus que des amis. Vraiment quelque chose qui nous lie aujourd'hui. Donc ça, je l'ai gagné. Et toute la préparation, moi j'aime cette partie-là. Je trouve que c'est presque plus la partie à vivre, plus que la course en elle-même. C'est des moments de partage où on va pouvoir se retrouver ensemble. C'est des moments d'entraînement intense parce qu'on sait pourquoi on va s'entraîner et ça c'est intéressant. Ce que j'en retire, c'est que c'est ce qui m'a motivé en fait toute l'année à aller cravacher tous les jours pour aller faire cette PTL. L'aboutissement est là. J'ai dû bien travailler parce que du coup on a passé cette ligne d'arrivée de façon tout à fait correcte. Donc de l'amitié, je dirais, du partage et puis une bonne raison d'aller tous les jours au charbon s'entraîner, quoi.